Les reines sont au très Saint-Pelt, comme on a l'habitude de dire au festival. Bon, les présentations, Mireille, tout le monde vous connaît, tout le monde vous voit, tout le monde vous entend et tout le monde vous aime. On aimerait. Toujours, voilà, hein, ben oui. Ben Pierre Rabhi, c'est la même chose. Tout le monde connaît le parcours de Pierre, il nous en parlera peut-être tout à l'heure. Alors, il nous échoit la tâche difficile de clore ce festival par des propos constructifs et positifs. Mireille, vous commencez ? Ah, c'est moi qui commence. Oui, c'est vous qui commencez, oui. Alors moi, il m'incombe une tâche qui est un peu compliquée parce que je ne suis pas spécialiste en la matière, mais je vais vous parler un peu de notre comportement, de vous, de nous, de l'individu face au groupe. Et j'ai bien peur que ça ne soit pas forcément ce que je vais vous dire, très, très joyeux, puisque, enfin, en même temps, je vais essayer d'être, comme le dit Jean-Marie Pelt, constructive, c'est cela ? Oh oui. Voilà. Mais voilà ce que j'ai pu remarquer, ce qui m'a frappé tout au long de ces années où, c'est sûr, j'ai rencontré beaucoup de personnes, c'est qu'il y a une grande différence entre le comportement individuel et le comportement collectif. Alors, j'ai envie de dire la bonne nouvelle, je ne sais pas, mais ce que j'ai pu en tout cas saisir au passage, c'est que de plus en plus, il y a effectivement des prises de conscience individuelles. J'ai l'impression que les gens individuellement, nous tous, nous nous réveillons. Mais ça ne veut pas dire, d'après mes constatations, que pour autant, il y ait une prise de conscience collective. Et moi, ce qui me frappe énormément, c'est que ce n'est pas parce que, on va dire, une centaine, même des milliers d'individus se réveillent que pour autant, il y a un changement et il y a un groupe actif. Donc, c'est là-dessus qu'il faudra un tout petit peu réfléchir. Et je vais vous donner un exemple qui est tout bête. Moi, j'ai une société de production. Les gens qui travaillent avec moi, qui sont des assistants de production, des journalistes, chez eux, il y a de l'eau, il y a de l'électricité, et tout bêtement, je pense que chez eux, ils éteignent les lumières, ils ferment les robinets. Et moi, dans la société, on a dû poser je ne sais pas d'ailleurs comment ça s'appelle, mais des minuteurs, voilà, parce que la lumière en permanence reste allumée le soir, la nuit, que les robinets ne sont jamais fermés. Et pourquoi ? Vraiment, la question, c'est pourquoi les gens ne se comportent pas de la même façon quand ils sont dans un groupe et quand ils sont chez eux. Chez eux, ils sont responsables, c'est leur argent, c'est leur porte-monnaie, ils font gaffe. Quand ils sont dans un... D'ailleurs, ici, je pense que nous tous, hein, quand je pointe les personnes qui travaillent avec moi, peut-être que j'ai le même comportement, mais on compte sur l'autre. Dans le fond, il y a une espèce de responsabilité individuelle qui se dissout complètement dans une responsabilité collective. Et on délègue sa responsabilité aux autres. On se retrouve dans des situations absolument mais invraisemblables. C'est-à-dire que souvent, moi, j'ai le sentiment que, voilà, on est des petits gamins, on manque d'éducation. Et on se repose énormément sur les autres. Alors, c'est vrai que les besoins, ils sont différents. Moi, par exemple, je n'ai pas de portable. Alors, tout le monde me dit, mais comment tu fais pour travailler maintenant ? Je n'ai pas de portable. Bon, je n'ai pas de portable et je travaille tout aussi bien qu'il y a 15 ans où je n'avais pas de portable, on me joint, j'y arrive, etc. Mais vous savez, si je demande, je ne sais pas, peut-être pas à mon voisin, c'est une mauvaise idée, ni à mon voisin de droite, parce que je sais que Jean-Marie n'en a pas comme moi. Il résiste au portable. Mais à beaucoup d'entre vous, si vous avez un portable et si vous en avez besoin, vous allez dire, mais oui, c'est impossible de travailler sans portable. Donc, la discussion, elle est sans fin. Moi, je vais vous dire, on peut s'en passer. Vous allez me dire, j'en ai vraiment besoin parce que ça peut sauver des vies, parce que, etc., etc. Idem pour Internet. Internet qui est un moyen absolument, on le sait tous, formidable de travailler, de s'envoyer des informations ou de s'intoxiquer avec des fausses informations, ça selon. Pour autant, Internet est un moyen de se couper complètement aussi des autres, de la communication avec les autres. Vous
vous avez dernièrement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un type qui est mort quand même, au bout de 10 jours passé devant son écran en oubliant de s'alimenter, de manger, de boire. Vous avez de plus en plus des addicts complets. Alors on est tous addicts à quelque chose, ce n'est pas parce que je n'ai pas de portable que je ne suis pas dépendante d'autre chose. Mais je veux dire qu'il y a des dépendances absolument insensées qui se créent. Et il faut vraiment travailler sur soi. Alors moi, je ne suis pas donneuse de leçons. Je vous dis, j'ai d'autres dépendances très certainement. Mon intérêt à vraiment travailler parce qu'on est en permanence embarqué dans un monde qui, au-delà du besoin qu'il nous crée, mais nous rend dépendants. Je crois que c'est le mot que vous employez. On est comme ça. On est déjà avec cette dépendance. Donc c'est très compliqué de changer d'habitude. Alors moi, je voudrais juste vous raconter pourquoi aussi c'est compliqué, parce que j'ai vécu, alors c'est un tout petit peu différent peut-être des choses que vous avez abordées jusqu'à présent, mais j'ai vécu un tournage il y a environ 7 ans dans un petit village qui est dans l'est de la France qui s'appelle Bourg-Fidèle. Et j'étais allée dans ce village parce que ce village avait été intoxiqué par une usine de comment ça s'appelle, de recharge, non, de recyclage de batteries. Voilà, qui avait vu le jour 20 ans auparavant. Et tout au long des années, donc le plomb, le mercure, s'était déversé dans la petite rivière, dans les champs. Et vous avez des gens qui étaient venus là à la campagne pour... je m'en souviendrai toujours, puisque c'était des gens qui avaient décidé de fuir la ville pour donner une chance à leurs enfants. Et les 2 enfants étaient très malades. Et l'un d'entre eux était sur le point de mourir, puisqu'il avait du saturnisme, mais à forte dose. Et je me suis retrouvée dans un village, et c'était fascinant, parce que je pensais que tout le village avait, en dehors des gens qui étaient malades, avait cette prise de conscience aiguë de la gravité de la situation, puisque même le plomb, le mercure, vous m'expliquerez comment ça se passe, mais il y en avait partout. Et vous aviez le village qui était séparé en 2, c'est-à-dire qu'il y avait d'un côté les gens dont les enfants étaient malades, surtout les enfants, mais il y avait des adultes touchés. Et de l'autre côté, il y avait la moitié du village qui manifestait pour que l'usine continue de fonctionner, puisque c'était leur travail. C'est-à-dire que l'affrontement qui avait lieu dans le village, c'était moi je veux vivre, je veux que mes enfants vivent, et en face vous aviez des gens qui disaient eh bien nous on veut travailler, et si vous fermez l'usine, on n'a plus de boulot. Et au comble de cette schizophrénie, il y avait un père de famille dont l'enfant était malade qui se battait pour que l'usine continue d'exister, parce qu'il disait si je n'ai plus de boulot, je ne peux plus nourrir mes enfants. Et je continue dans cette schizophrénie toujours entre ce qu'on ressent parfois en tant qu'être humain, et puis en tant que aussi parfois citoyen, et puis le comportement aberrant qu'on peut avoir. C'était ça aussi très frappant, c'est le maire de ce village qui était le médecin. Et il était médecin et maire, il l'est toujours d'ailleurs. Et donc en tant que médecin, il allait voir les personnes malades, les enfants. Heureusement, il s'occupait de ces personnes, et donc en disant c'est grave, etc. Et il les envoyait à l'hôpital, et je ne sais plus, enfin en tout cas il faisait des tas d'ordonnances. Et en tant que maire, en revanche, il se battait pour que l'usine reste ouverte, parce que l'usine évidemment donnait de l'argent et faisait vivre le village. Donc je voulais vous parler de ça parce qu'on se trouve en permanence, et je pense nous tous confrontés à des comportements, on est dans le paradoxe en permanence. Voilà, moi c'est ce qui me frappe le plus, c'est comment faire pour en même temps être dans ses propres convictions, être un homme, un citoyen. Il y a un très joli livre d'ailleurs, je vous le dis au passage, qui a été écrit par une personne handicapée qui s'est battue toute sa vie avec peu de moyens pour écrire un livre magnifique qui s'appelle Le métier d'homme. Je crois qu'il s'appelle Jules, en tout cas il s'appelle Jolien. C'est un livre absolument magnifique, et il s'est battu toute sa vie pour arriver un peu à être lui-même. Et c'est tout le paradoxe, il faut être soi, et en même temps il faut s'ouvrir aux autres, il faut dépasser son propre égoïsme, il faut aller vers l'autre, il ne faut pas simplement voir ses propres intérêts. Je sais que c'est hyper compliqué, mais je pense que si on n'arrive pas à conjuguer nous-mêmes nos propres, enfin en tout cas dépasser un peu nos contradictions qui sont effectivement l'égoïsme nécessaire pour se construire dans ses convictions, et en même temps
aller vers les convictions des autres et essayer de former un groupe, parce que ce qui est important aujourd'hui, là, moi je suis venue que pour ça, parce que je pense que ce sont des petits cailloux qui font, on le dit souvent, des petits sentiers, puis après des grands fleuves. Mais si vous êtes seul, enfermé dans votre solitude, eh bien voilà, c'est vrai que rien ne peut se passer. Donc des petits groupes, il faut s'ouvrir, il faut essayer d'aller vers les autres, il faut essayer de dépasser surtout, j'y reviens, mais son propre égoïsme pour essayer un tout petit peu d'avancer. Alors moi je sais que c'est pas facile, hein, souvent de s'opposer. Enfin, et vous le savez, c'est souvent dire non. On se met dans une situation très très compliquée. Afficher ses convictions. On se retrouve si c'est difficile, c'est qu'à un moment donné, vous savez, les enfants, ils aiment bien être comme tout le monde. Un enfant, il n'aime pas être différent. Un enfant, il a envie d'être habillé comme tout le monde, il a envie de se fondre dans la masse. Et je pense que la majorité d'entre nous, on a envie d'être, avec les autres. Et quand il y a un groupe fort, un groupe dominant, on a tendance à suivre. C'est pour ça qu'il y a des guerres. Et c'est pour ça que si c'était autrement, il y aurait beaucoup plus d'objecteurs de conscience. Il y en a peu, parce que c'est vrai que c'est difficile de dire non, de s'opposer. Mais je pense que ce qui fait un être humain, moi c'est tout ce que j'ai envie de vous dire, un être humain, une femme, c'est de cultiver sa différence tout en étant au milieu des autres et avec les autres. À vous. Pierre. Je pensais Comment que tu cultives ta différence, Pierre? Avant, ça m'aurait laissé du temps pour réfléchir à ce que j'allais dire. Non, on pense que tu as réfléchi. Moi, j'ai dû me lancer. À vous. Oui. La majorité des auditeurs pensent que tu as déjà réfléchi depuis longtemps. Voilà. Oui, bon. Écoute, je vais essayer de me lancer. Habituellement, on a un thème, donc le thème nous cadre un peu et nous amène à dire, il faut rester dans le cadre du thème. Là, on nous laisse le champ libre. Mais ça complique les choses, parce que qu'est-ce qu'il faudrait dire, comment il faut cibler. Alors, Mireille a beaucoup insisté sur le fait de l'aspect pratique des choses, c'est-à-dire quelles alternatives, effectivement, aujourd'hui, dans un monde qui est de plus en plus, on le sait très bien, en difficulté. Je fais partie de ces gens, je regrette d'être obligé encore de faire un tout petit peu d'autobiographie. Bien entendu, c'est pas de faire du narcissisme, c'est simplement l'histoire d'un type qui est Pierre Rabhi. Je dis souvent, Pierre Rabhi, c'est 50 kilos tout mouillé, donc c'est pas Pierre Rabhi qui est important. Ce qui est important, c'est ce que chacun de nous, le témoignage que chacun de nous peut donner de son propre itinéraire. J'ai écrit un livre qui s'intitulait « Du Sahara aux Cévennes » et j'avais rajouté, pour qu'on ne confonde pas avec un rallye Paris-Dakar à l'envers, ou « La reconquête du songe », le titre initial. Qu'est-ce que je voulais dire par la reconquête du songe? C'est que je pense qu'aujourd'hui, l'être humain, dans la modernité, je déclare que j'ai un contentieux très fort avec la modernité, parce que quand on en fera vraiment l'évaluation des dégâts, on se rendra compte que ça a été une époque épouvantable. Pour moi, quand on fait le bilan des destructions sociales, des destructions de la nature, tout ce qu'on a vu là, les napalms, etc., tout ça, c'est de la technologie. Malheureusement, l'être humain, il s'est doté de technologie. Il a été très performant dans l'inventivité, dans la création technologique, mais sa conscience n'a pas suivi. Alors du coup, il dispose d'outils extrêmement efficaces avec une conscience qui est attardée. C'est avec une conscience qui n'a pas pris conscience qu'elle n'est pas sur Terre pour dominer ou détruire, mais pour prendre soin, et non pas le contraire. Si nous sommes dotés de cette conscience, elle nous fait obligation de prendre soin, d'autant plus qu'évidemment, il faut qu'on reconnaisse que l'être humain a une mission très particulière. Nous sommes des mammifères, bien sûr, à la base. Je fais partie de l'ordre des mammifères, mais en même temps dotés de cette conscience et de cet entendement. J'ose pas parler d'intelligence parce que ça, c'est autre chose. Mais tout cela nous font obligation peut-être d'organiser le monde autrement que nous l'avons organisé. Et nous l'avons organisé d'une façon déplorable, dans le sens où nous n'avons pas compris que la dualité est destructrice.
et que par contre la solidarité est constructrice. Rien que ça, si on avait compris déjà ça, ce qui est très simple, déjà on aurait évolué bien autrement. Donc je fais partie de ces personnes que l'on dit du tiers-monde, mais nous, gens du tiers-monde, bien il semble que nous ayons été sommés de changer très rapidement de logique, une logique à laquelle nous n'avions pas été préparés. L'occidental, pendant des générations et des générations, il y a eu graduellement, disons, cette évolution qui a abouti au monde technologique d'aujourd'hui. Nous étions en marge, et il nous fallait donc, mais au lieu de respecter nos rythmes, nos coutumes, on nous a dit non, il faut que vous choisissiez le modèle qui s'impose aujourd'hui à l'ensemble de la planète. D'où évidemment cette déchirure que l'on ressent. On se ressent un peu monstrueux dans le sens où on est obligé d'être autre chose que ce qu'on devrait être. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on nie les valeurs qu'a apporté la modernité. Il y a eu le fameux débat complètement stupide sur les effets positifs de la colonisation. Enfin, c'est complètement aberrant, quoi. Je veux dire, enfin bon, je ne comprends absolument pas ce genre de... Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas eu des effets positifs. Mais il faut quand même faire des bilans, c'est-à-dire mettre dans une colonne ce qui a été positif et dans l'autre colonne ce qui a été négatif. Et c'est comme ça qu'on peut évaluer, évidemment, qu'est-ce qui s'est produit. Alors pour ce qui me concerne, dès l'âge de 5 ans, il se trouve que dans notre territoire colonisé, eh bien, les Français ont découvert du charbon. Exploiter le charbon, ça voulait dire que toute la population devait fournir la main-d'œuvre subalterne. Et cette main-d'œuvre subalterne, nous sommes dans le pays du soleil et de la lumière, et tout le monde s'est transformé en taupe, rentré sous terre. Voyez, et en plus, pour extraire une matière noire. Donc symboliquement, c'est quelque chose d'effrayant. Et donc, dans cette tourmente et dans cette mutation, mon père, légitimement, se pose la question de savoir est-ce que l'avenir est entre nos mains, ou bien est-ce que l'avenir n'est pas l'obligation de s'adapter à cette logique nouvelle qui s'impose de toute façon. Et c'est ainsi que, soucieux de l'avenir de ses enfants, il me confie à un couple de Français, ingénieurs et institutrices, pour essayer d'être éduqués tout en gardant évidemment mes racines musulmanes. Et donc vous voyez la difficulté de vivre dans deux mondes. Et dans ces deux mondes, vous vous rendez compte qu'il y a des convergences, mais il y a aussi beaucoup de divergences. C'est-à-dire que les valeurs ne sont pas forcément convergentes, elles sont souvent contradictoires. Alors vous assumez le tout, et puis vous essayez de trouver votre identité à travers un itinéraire très compliqué, la guerre d'Algérie, toutes les confrontations. Je quitte l'Algérie pour aller j'avais été assez fasciné par la proposition de Gandhi alors qu'en Algérie on voulait la libération par la violence, Gandhi proposait la libération par la non-violence. Ça m'avait déjà un peu frappé, et d'autant plus que le fondateur de notre cité, et c'était un soufi du XVIIe siècle qui avait prôné, dont l'enseignement était déjà la non-violence. Et puis bon, je continue mon itinéraire, mais en essayant de comprendre ce qui m'arrivait, ça m'oriente vers ce qu'on peut rappeler la philosophie de l'histoire. J'ai fait beaucoup de choses qui n'étaient pas pratiques. La preuve, c'est que quand je me suis présenté pour trouver un boulot à Paris, on m'a dit qu'est-ce que je savais faire. Je savais peut-être faire une bonne dissertation sur Pascal, mais mon employeur ne semblait pas être intéressé. Donc il fallait que je sois pratique, que j'ai acquis des éléments pratiques. Et là, je rentre donc au cœur même de l'un des éléments de la modernité, c'est-à-dire système de l'entreprise pyramidal. La pyramide, avec des gens en haut de la pyramide qu'on pourrait appeler des êtres humains haut de gamme, et des gens en bas de la pyramide qui sont des êtres humains bas de gamme. D'ailleurs, la preuve, c'est que la hiérarchie des salaires, mais je n'étais pas du tout contre la hiérarchie des salaires, mais j'étais beaucoup plus, ce qui me frappait, c'est qu'il n'y avait pas d'équité. C'était pas l'égalité, mais c'était l'équité. Comment se fait-il que les subalternes ne soient pas traités comme des êtres humains? D'autant plus que certains faisaient même des travaux insalubres, peintures dangereuses, etc. Mais je me disais, mais ceux-là, ils donnent non seulement leur travail, mais ils donnent carrément leur vie. Ils devraient être payés bien plus que n'importe qui. Donc cette non-hiérarchie, cette hiérarchie et cette manque d'équité
a fini par me révéler que nous étions engagés dans une forme d'impasse qui est due à une idéologie née d'un enthousiasme du XVIIIe, XVIIe siècle, technologie, mais que nous étions aussi pour la première fois de l'histoire de l'humanité dans ce qu'on appelle la civilisation de la combustion, c'est-à-dire que c'est la combustion qui mène le monde, c'est-à-dire le pétrole. Il faut brûler des choses pour que ça fonctionne. Et tout ça me paraissait plein d'embûches, en dépit, disons, de l'effervescence heureuse qu'on ressentait à travers les 30 Glorieuses, la reconstruction, etc. Et du coup, moi, quand je voyais cette hiérarchie, j'essayais, si vous voulez, au moins de voir quelle pourrait être la finalité de cette logique-là et quel était aussi l'itinéraire d'un être humain dans la modernité. Alors d'un côté, la science, la technique proclamaient que l'homme allait être libéré par le monde moderne, la voie du progrès, etc. Mais d'un autre côté, moi, quand j'essayais d'examiner l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, je trouvais qu'il y avait une série d'incarcérations. De la maternelle jusqu'à l'université, on est enfermé, ensuite on tombe dans les casernes. Quand vous demandez aux gens où est-ce qu'ils travaillent, tout le monde travaille dans une petite ou une grosse boîte, mais enfin tout le monde travaille dans des boîtes. Ensuite, vous avez quand vous demandez aux jeunes où est-ce que tu es allé t'amuser, je suis allé m'amuser en boîte et je suis allé dans ma caisse et puis la boîte à vieux en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Bon, donc moi j'appelle ça de l'aliénation humaine. Alors avant toute critique d'autres choses, des systèmes, etc., pour moi il est fondamental que nous comprenions que nous sommes dans un système qui aliène avant tout l'être humain. Et l'être humain aujourd'hui qui n'a pas de ressources, vous le savez très bien, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'il est exclu. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous n'avons pas organisé le monde avec humanisme. Si nous l'avions organisé avec humanisme, les problèmes de logement, de survie, de vie, de vêtements, d'abri, etc. seraient solutionnés complètement. Alors ça, quand on le prend à l'échelle nationale ou à l'échelle mondiale, eh ben, on a inventé quelque chose qui s'appelle l'humanitaire. Faute d'humanisme, on a l'humanitaire. Et l'humanitaire, c'est le palliatif du manque d'humanisme. Je ne suis que pour un seul humanitaire, c'est celui de l'urgence. Celui-là, il se justifie et ça donne une beauté magnifique dans cette solidarité des gens qui se regroupent pour essayer de s'assister mutuellement. Et il y a quelque chose de magnifique dans cette solidarité. Mais en dehors de cela, l'humanitaire devient un alibi et nous installe dans une situation pompier-pyromane. C'est-à-dire d'un côté on détruit et de l'autre côté on amène des palliatifs. Et regardez, examinez la France elle-même, s'il n'y avait plus de RMI, s'il n'y avait plus les Restos du Cœur, s'il n'y avait plus Emmaüs, s'il n'y avait plus tous les gens qui donnent par générosité leur assistance à tous les autres, eh bien on verrait l'ampleur du désastre. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes dans une société inhumaine qui nie la personne humaine et ça, je ne peux pas le tolérer. Donc c'est un peu là. Ça a été le fondement, si vous voulez, de ma première insurrection. D'accord, une fois que vous avez fait ce constat, quoi faire? Quoi faire, c'est essayer de trouver peut-être un autre espace, un autre temps, parce que cette aliénation, elle repose aussi sur le temps. Vous savez, votre durée avec justement cette accélération, on a besoin de portable, on a besoin d'être tout le temps. Donc cette frénésie, cette société frénétique, suractivée, time is money, et où finalement le temps même vous est confisqué. C'est-à-dire que vous n'avez plus le temps. Et vous n'avez plus le temps de quoi? De vous réaliser. C'est-à-dire qu'il y a évidemment dans l'équilibre avoir et être, mais l'avoir prend plus de poids que être. Du coup, eh bien, on traverse la vie sans s'être réalisé. Et ça, c'est une aliénation importante. Donc pour nous, c'était comment trouver un autre temps, un autre espace. Et c'était le retour à la Terre, il y a en 1960, installation en Ardèche. Je remercie mon ami Philippe Desbrosses d'avoir déjà avancé les choses sur l'agriculture biologique. Je suis devenu un agriculteur bio, tout simplement parce que je voyais très bien que l'agriculture était pleine de nuisances et qu'il y avait une discordance entre l'histoire de l'humanité et les activités fondamentales qui sont les activités de survie humaine, qui représentent par exemple l'agriculture.
Donc je n'ai pas choisi du tout de rentrer dans ce système-là, et j'ai choisi, sur une petite exploitation dont personne ne voulait, qui était sans eau, sans électricité, terre rocailleuse, d'essayer de faire une expérience de vie dans laquelle on peut mettre en harmonie sa pensée et son action. Et je ne pensais pas que dans cette démarche, qui était évidemment comment respecter la terre, comment la nourrir correctement, comment être sensible à ce qu'elle est, cette notion de terre-mère qui ne soit pas simplement une métaphore, mais qui soit une réalité objective, au bout d'un certain temps, on se rend compte que ça marche même très bien, et qu'on peut élever 5 enfants sur un petit domaine. Et après, donc, se pose la question fondamentale à laquelle je n'avais pas pensé, c'est finalement comment est organisée la planète. La planète est organisée sur des disparités colossales. Entre 1/5 de la population planétaire, le 5e du genre humain, disposant de technologies, etc., et décollant, si on peut dire, et de l'autre côté, les 4/5 qui essayent de suivre comme ils peuvent. Donc cette fracture qui ne sera jamais résolue, qui ne sera jamais réduite, cette fracture se poursuit aujourd'hui et bouleverse l'ensemble de la planète. Alors ce qui m'a amené à réfléchir, évidemment, Jean-Marie me demandait de parler de la décroissance. Alors j'ose maintenant parler de la décroissance, parce qu'il y a quelque temps, on aurait pu être lynché, vraiment. Comment, décroissance? Oui. Regardez, quand on voit ces images de folie, il y a une représentation mentale que nous avons de notre planète, non pas comme une oasis de vie dans laquelle on doit vivre avec respect et dans la concorde, mais comme un gisement illimité de ressources qu'il faut transformer en dollars, en argent, ce que vous voudrez. Donc du coup, on rentre dans un système de pillage. Mentalement, nous ne sommes plus dans quelque chose qui gérerait ces ressources et ces biens avec intelligence et avec modération, afin que chaque génération puisse recevoir ce qui lui est donné. Non, c'est le pillage stimulé par cette croissance économique indéfinie, c'est-à-dire qu'auquel on ne met pas de limite, mais qui nous amène à fonctionner dans un système où l'argent est prépondérant. Et l'argent étant prépondérant, on lui demande pas simplement, alors que c'est une matière noble, quand ça représente du travail et de la créativité humaine, on lui demande d'assouvir tous nos désirs, même les plus fous. Donc du coup, la marge du nécessaire et de l'indispensable, qui est quand même que chaque être humain sur cette planète puisse être nourri, vêtu, abrité, soigné et éduqué, ça, on ne l'a pas résolu. Et au contraire, c'est en train de s'aggraver de plus en plus. Par contre, la marge du superflu est illimitée. Mais la marge du superflu, pour ceux qui ont bénéficié d'une technologie, évidemment, qui leur a donné un pouvoir, qui a instrumentalisé nos pulsions, les meilleures et les pires, malheureusement, ça instrumentalise aussi nos pulsions négatives. Et en ayant ces outils qui instrumentalisent nos pulsions négatives, évidemment, on a eu une vision du monde et de la réalité, et du réel, je dirais, complètement erronée. Du coup, on est dans un modèle, et c'est pour cela que la décroissance me paraissait la seule issue. C'est pas de dire retournons à la bougie ou retournons à je ne sais quelle précarité. Non, c'est de dire est-ce que nous sommes capables d'orienter nos capacités, au lieu de les orienter sur le toujours plus pour quelques-uns, est-ce qu'on ne pourrait pas les orienter sur un monde généreux, construire un monde généreux? Et là, il y a un chantier extraordinaire à faire. Donc ce serait, en quelque sorte, je pourrais dire, sans être trop pédant, un changement de paradigme. Je ne pense pas que le modèle d'aujourd'hui, quoi que nous fassions, on sera toujours la réaction, action, réaction, puisse être modifié si nous n'avons pas une vision différente de la réalité. Si nous ne changeons pas de paradigme, le modèle n'est pas aménageable. Alors on va amener des petites solutions. C'est pour ça que le développement durable, moi je suis très circonspect par rapport à ce qu'on appelle le développement durable, dans le sens où le premier développement durable me paraît être justement d'arrêter de ravager la planète, de brûler, de détruire et de ruiner la planète. Or ça, on n'arrête pas ce processus.
Et à côté de ça, apparaissent évidemment ici ou là, et c'est tout à leur honneur, je ne suis pas là en train de critiquer les êtres, qui aimeraient qu'il y ait quelque chose qui préserve, qui pérennise. Ça, c'est tout à fait louable. Seulement, on est encore prisonnier de cette notion de développement. Cette notion de développement qui est née avec l'industrialisation. Je crois que c'est le président Truman qui, la première fois, a parlé du sous-développement en disant nous nous enrichissons, il faut que tout le monde fasse pareil. Toutes les nations s'enrichissent. C'est ça qui va agrandir le progrès. Seulement, on est parti sur une vision, disons, de la productivité industrielle. Chaque nation devient une nation productive où chaque citoyen est invité à besogner pour augmenter le PIB et le PNB de ça. Et on ajoute le PIB et le PNB par tant d'habitants, ce qui a amené cette classification mondiale des pays les plus riches, mais en occultant des richesses qui ne sont pas monétaires. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas une représentation monétaire n'est pas considéré comme une richesse. Or, moi, quand je vais en Afrique et je vais dans le dernier des villages, je me rends compte que les gens, ils ont quand même leur lopin de terre, ils ont su construire leur maison, ils ont leur guérisseur qui est là, ils ont leur griot, tout cela, c'est occulté. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas transformé en argent. Par contre, on les a amenés à transformer les choses en argent. Alors, ce fameux produit national brut est tellement enquisté dans l'esprit humain, qui met en évidence, bien sûr, qui stimule cette compétitivité internationale qui nous donne aujourd'hui la fameuse mondialisation. Eh bien, c'est tellement enquisté, et en plus, travesti de tellement d'hypocrisie, parce que quand on vous dit tel pays, il a un produit national brut de tant, pour tant d'habitants, ça laisse entendre que c'est partagé équitablement. Mais quand vous examinez de plus près, vous vous rendez compte que non. Alors ça me rappelle une anecdote. Il se trouve que ma mère était une bourguignonne, née dans le bon vin. Elle ne pouvait pas supporter l'eau. Rien que la vue de l'eau, déjà, la mettait... pour prendre un cachet, c'était très difficile. Mais maman, prends avec l'eau. Ah, non. Bon, alors quand elle avalait de l'eau, elle faisait une grimace épouvantable, comme si elle avalait je ne sais quoi. Alors, mais son grand... Donc, bourguignonne, de Mercurey, s'il vous plaît, donc ne buvant que du très bon vin, etc. Et son grand désespoir, c'était que moi, j'avais du mal à boire du vin. J'aimais ça, je trouvais ça... C'était une quintessence extraordinaire qui nous donne... qui nourrit en substance, mais aussi en esprit. Quelque chose se passe dans l'esprit. D'ailleurs, la preuve, c'est que ça peut tellement bien se passer qu'on va trop loin. Alors, de temps en temps, ma mère m'a invité au restaurant, et quand même, étant à deux, pour lui faire plaisir, elle commande sa bouteille de vin, et puis, quand même, pour lui faire plaisir, je prends quand même une gorgée ou deux. Et puis, je fais celui qui est satisfait, bon, très bien. Mais ça lui permettait de dire à la cantonade, nous avons bu une bouteille à deux. Vous voyez ? Voilà le produit national brut. C'est-à-dire qu'on fait... On laisse entendre qu'il y a équité, alors qu'en fait, eh bien, comme disait Coluche, les pauvres vont être contents de savoir qu'ils vivent dans un pays riche. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que la misère, ce modèle infâme qui continue à faire du profit son dogme absolu, intangible, est totalement incompatible avec la vie. C'est cette destruction de forêts, etc. C'est de la croissance économique. La destruction des sociétés, comme je vois, des gens désorganisés socialement, qui avaient quand même leur structure sociale, c'est de la croissance économique. On a poussé, par exemple, les paysans africains à produire de plus en plus d'arachides, de coton, de cacao, etc. Eh bien, ils ont désertifié leur milieu. Le terme des échanges les a ruinés. Ils sont ruinés. Et du coup, c'est cette croissance économique généralisée qui nous fait percevoir la planète comme un gisement indéfini de ressources qui nous amènera à notre perte. Et si nous n'arrêtons pas ce processus-là, ce processus, il ne pourra s'arrêter qu'évidemment quand la conscience, et c'est pour ça que je suis heureux de ton intervention, c'est qu'effectivement, où est le problème ? Le problème, il n'est nulle part
qu'en nous-mêmes. Et tant qu'il n'est pas résolu en nous-mêmes, ça ne sert à rien de faire des structures, des choses. Je dis souvent aux gens, vous pouvez manger bio, vous chauffer solaire, recycler votre eau et exploiter votre prochain. Ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas parce qu'on va s'accrocher à des alternatives que ces alternatives vont. Si la conscience ne change pas, à travers une nouvelle vision, un nouveau paradigme, eh bien, il n'y a pas de changement humain. Alors, je ne veux pas être trop long. J'aurais beaucoup de choses à dire parce que là, je suis un petit peu dans les théories générales, mais il faut savoir que ces théories générales s'accompagnent d'actions extrêmement concrètes, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit partout. Eh bien, nous essayons pas simplement de rester dans le discours général, mais de démontrer qu'autre chose est possible. Et le démontrer, moi je n'ai jamais été dans la réaction. Ce n'est pas ma nature d'être dans la réaction. Mais par contre, mettre de l'énergie à construire autre chose, de façon à démontrer qu'autre chose est possible. Et c'est vrai qu'autre chose est possible aujourd'hui, à la condition que la conscience, à la fois individuelle et collective, le considère comme impératif. Voilà, merci. Mireille. Oui, Mireille. juste avant l'intervention de Jean-Marie Pelt, je voudrais vous dire simplement qu'il y a en France, je ne sais pas si vous le savez, mais selon les sources, entre 8 millions et 13 millions de Français qui sont au seuil de la pauvreté. Peut-être que vous ne le savez pas. Donc je voulais vous le rappeler. Oui. Moi, je suis d'accord avec ce qui s'est dit. J'enlève pas une ligne ni un mot de tout ce que nous venons d'entendre. Alors, je cherche par quel bout prendre le bébé pour le tirer de la flotte et pour qu'il ne s'en aille pas avec l'eau du bain. Tu as parlé, Pierre, de décroissance. Ah, il faut un fier culot pour parler de décroissance. Tu as vraiment du culot parce que l'hymne à la croissance, c'est quand même le dogme. En politique, il n'y a que 2 dogmes. Il y a 2 dogmes. Le premier dogme, c'est que le Père éternel, créant l'homme, l'a créé homme et femme et l'a créé de droite ou de gauche. Ça, c'est le premier dogme. Donc nous devons nous positionner par rapport à cette décision qui remonte à la création, donc au Big Bang, et qui durera jusqu'au jugement dernier. Et puis le deuxième dogme, c'est la croissance. Alors tout le monde est pour la croissance. Moi, je ne vois pas d'hommes politiques qui ne sont pas pour la croissance. Alors, j'avais cru qu'à l'extrême gauche, ils n'étaient pas pour la croissance. Penses-tu donc? Ils le sont aussi. Donc ils le sont tous, sans aucune exception, aucune, sauf toi. Alors il y en a un qui n'est pas pour la croissance, et sauf moi, donc nous sommes 2, et je suspecte Mireille de rejoindre nos rangs. Alors comment peut-on transgresser des dogmes d'une telle puissance? Bon, on a vu apparaître, tu l'as évoqué, le concept de développement durable par rapport auquel j'étais très réticent, moi aussi, pendant très très longtemps. Et puis, je me suis aperçu que dans le concept, sinon dans son application, il y avait quelque chose d'intéressant. C'est qu'on dit, voilà, nous ne pouvons pas faire de la planète et des humains n'importe quoi, parce qu'il faut que nos enfants et nos petits-enfants et les générations futures, mais déjà la génération future, puissent accéder à des ressources, donc il ne faut pas que nous ayons tout pillé avant. C'est ça le seul concept clair du développement durable. Alors, c'est vrai qu'on ne s'est pas tellement préoccupé de l'avenir de nos enfants. D'ailleurs, l'avenir n'intéresse en gros personne. On s'intéresse à la colonisation, à l'esclavage, à la guerre de 14, à la guerre de 40, à la guerre d'Algérie. On ne parle que de ça, ça nous intéresse, ça nous passionne. Et puis surtout, ça nous donne une occasion de nous disputer, ce qui est très très important pour des Français. Mais l'avenir de l'enfant qui naît en ce moment même à Marseille, ça c'est tout à fait hypothétique.
Et de toute façon, cet enfant, il aura à supporter la dette publique qui est énorme. Je ne sais plus si c'est 16 000 euros ou 16 000 francs, j'en sais plus rien. En tout cas, c'est énorme. Je crois que c'est 16 000 euros par tête de pipe. Il aura à démanteler 58 centrales nucléaires. 58 réacteurs, ça donne une masse de déchets considérable qu'il aura à gérer. Ça ne rapportera pas 1 kilowatt d'électricité. Bon, ben ça, on va lui faire ce cadeau-là. Et puis, il n'est pas sûr qu'il aura une retraite, en plus. Parce qu'il y aura de plus en plus de gens vieux et de moins en moins de gens de son âge. Donc son avenir n'est pas évident. En plus, il y aura la crise climatique, alors il aura des canicules, il n'y aura plus de poissons dans la mer, dit notre ami Pas-Calais l'autre jour, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de gaz. S'il arrive à 90 ans, il n'y aura plus d'uranium, mais il n'arrivera pas à 90 ans parce qu'il aura le cancer avant si on continue à l'imprégner de chimie. Et puis alors, ce qui est tout à fait rassurant, c'est qu'il n'aura pas d'enfants. Donc il n'aura pas de génération future, puisqu'on nous dit que du fait des pesticides, nous devenons stériles. Alors ça, c'est très intéressant parce que hier soir, notre ami Boris Cyrulnik, ma voisine disait c'est Boris Dubrovnik. Non, j'ai dit c'est Boris Cyrulnik. Alors, Boris disait, n'est-ce pas, la stérilité provient des jeans qui sont trop collants et qui réchauffent les spermatozoïdes et provient des pesticides. En ce qui concerne les jeans, ça va mieux. Ils sont plus collants du tout. Ils pendent maintenant. Ils pendent sur les souliers, vous avez vu. Et la chemise pend sur les jeans. Et donc, il y a tout qui pend. En tout cas, chez les garçons. Les filles protègent mieux leurs non-spermatozoïdes par des jeans collants. Chez les filles, ça pend pas. Vous avez remarqué, il y a une grande différence. Voilà, alors donc de ce côté, nous sommes un peu rassurés. Par contre, Mireille, ce qui devrait vous inquiéter, c'est que les pesticides vont créer de la stérilité masculine. Et nous risquons d'évoluer comme les alligators du lac Apopka, qui sont imprégnés de pesticides parce qu'on en a mis beaucoup dans le lac. Et alors, ils n'ont plus de désir, les mâles, parce qu'ils ne sont pas entreprenants. Pour les femelles, alors ils ne font plus de bébés, il n'y a plus de désir. Alors imaginez, Mireille, s'il n'y a plus de désir, il n'y a plus de vie privée. C'est une catastrophe pour vous. Vous êtes condamné à la vie publique. Et je ne suis plus productive. Et vous n'êtes plus productive. Enfin. Voilà, vous n'êtes plus productive. Bon, alors, cet avenir-là pour le bébé, il est quand même très inquiétant et il faut que nous nous occupions un tout petit peu, n'est-ce pas, de ce bébé-là. Alors, on va s'occuper de ce bébé-là. Et là, j'arrive à l'idée de développement durable qui est tout à fait surprenante parce que dans cette idée-là, il y a l'idée de solidarité intergénérationnelle. C'est une idée qui est complètement étrangère au libéralisme. C'est une idée qui est intégrée au socialisme. Mais c'est une idée qui était aussi intégrée dans le communisme qui a fait faillite. Probablement que le libéralisme se tuera par ses excès. Et qu'alors il faudra qu'on invente autre chose. Et c'est là que nous irons tous en pèlerinage dans l'Ardèche écouter Pierre Rabhi, qui sera le grand ancêtre de l'insurrection des consciences. Pierre, on ira t'écouter. Alors qu'est-ce qu'on fera ? Qu'est-ce qu'on fera ? L'idée de solidarité, la voilà donc présente. Tous les systèmes politiques, que ce soit effectivement le capitalisme, le libéralisme, le marxisme, le communisme, le socialisme, bon, tout ça, c'était le XVIIIe siècle et c'était le XIXe siècle. Ça ne marche pas très fort. Même le socialisme, pour lequel nous allons voter probablement, ne marche pas très fort non plus, puisqu'il y avait sur 15 pays européens, 13 pays socialistes il y a 5 ans, ça n'a rien donné du tout. Donc ça ne marche jamais. Nous sommes dans des trucs qui ne marchent pas. Alors c'est pour ça que je suis un petit peu intéressé par l'idée de développement durable, malgré mes réticences au départ, parce que si on arrivait à développer l'idée de solidarité, ça serait très important. De faire rentrer cette idée dans le dialogue intergénérationnel, dans le dialogue social. Ça serait très important et peut-être qu'on arriverait à bouger. Comment bouge-t-on ? Alors on bouge quand ça va mal. On ne bouge pas autrement. On ne bouge que quand ça va mal. 2 exemples. Il y a la Nouvelle-Orléans et du coup l'administration Bush s'assouplit. Et le gouvernement américain décide de participer
aux réactions concernant l'avenir du protocole de Kyoto, ce qui n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu la Nouvelle-Orléans. Il y a la crise du pétrole, les prix montent, du coup on nous invite au ministère, écoutez M. de Villepin qui fait des déclarations surprenantes, Vlatipa qui dit, dans un discours brillant, parce que c'est très brillant, Vlatipa qui dit on va faire une voiture qui consomme 3 litres au 100. Enfin, moi, je réclame la voiture à 3 litres au 100 depuis 10 ans, dans toutes les conférences à Bruxelles, à Paris, au ministère de l'écologie, à tous les ministères. Ça ne marche jamais. Personne ne veut de voiture à 3 litres au 100. Vous ne savez pas pourquoi. Alors, on dit parce que les gens n'en veulent pas. Alors, quand des grands constructeurs automobiles m'ont dit que les gens n'en voulaient pas, je lui dis, mais comment ils n'en veulent pas? Pourquoi vous ne leur proposez pas? Mais non, ils ont fait des sondages, ils n'en veulent pas. Ils veulent des berlines. J'ai dit, écoutez, personne n'a voulu de téléphone portable. Il n'y a pas un chat qui a demandé un téléphone portable. Mais il y a eu 50 pubs à la télé tous les soirs pendant 6 mois. Et au bout de 50 pubs multipliées par 190 jours, tout le monde a pris un téléphone portable. Alors vous faites une pub, vous expliquez aux gens que cette voiture va consommer 3 litres au 100, que ça sera une énorme économie pour leur portefeuille et que ça ne réchauffera pas le climat, et bien tout le monde achètera la voiture à 3 litres au 100. Alors il était interloqué, c'était le patron d'une des grandes multinationales de la voiture, il était complètement interloqué, et peut-être que vous avez raison. Et quand M. de Villepin a annoncé subitement qu'on allait mettre en route, tout à fait cessante, une voiture hybride entre le diesel et l'électricité, je me suis dit, voilà, ça bouge, mais ça bouge parce que le pétrole est cher. Donc il faut que ça se passe mal pour que ça bouge. Alors, comme ça va se passer mal, ben, ça va bouger. Donc nous sommes pleins d'espoir. Plus ça va mal, plus ça va bien. Alors nous sommes pleins d'espoir, et puis nous interrogeons l'avenir pour évidemment le petit enfant. Et c'est ici que, très attentif à ce qui s'est dit pendant ces 4 jours, où j'ai bien dormi là-haut, tout en haut, j'ai passé de bons moments de repos. C'est aussi utile de se reposer de temps en temps, ça nous arrive si rarement, n'est-ce pas Pierre, n'est-ce pas Mireille? Vous me disiez que vous ne vous reposiez jamais, moi non plus, Pierre encore moins, mais lui, il a un petit gabarit, donc c'est moins fatigant de dépenser de l'énergie quand elle est si contenue. J'ai quand même écouté ce qui s'est dit. Oui. Et alors, quelque chose m'a frappé par rapport aux autres festivals qui ont précédé, c'est que j'ai entendu parler notre ami belge du plaisir qu'on a à faire plaisir. Puis j'ai entendu notre ami qui est là-haut, qui a dit que dans les traditions spirituelles de l'humanité, il y a l'amour. Alors ça m'a plu. Alors ça m'a plu parce que si nous voulons vraiment changer, parce qu'il faut changer, et parce que Pierre a tout à fait raison de dire qu'on peut manger bio et se comporter comme un salaud, c'est tout à fait vrai. Ce qu'il faut changer, c'est ne pas se comporter avec les autres comme un égoïste. Nous sommes, a-t-on dit hier, dans l'égologie et pas dans l'écologie. L'égologie, c'est très important aujourd'hui. Un éminent sociologue a dit que le monde moderne, il y avait 2 choses importantes, c'est moi, je, et puis le jeu, parce que tout est ludique. Et tout le monde s'amuse avec les engins, comme le disait Mireille. Alors, au-delà de ce jeu et de ces jeux, il y a nous. Alors, le nous, c'est de rencontrer l'autre dans sa différence, et puis c'est peut-être de se mettre à l'aimer. Alors ça serait une révolution extraordinaire. Le père Théodore Monod, qui était vieux, qui avait 96 ans, m'a reçu dans son bureau du muséum. Il a dit « Entrez, jeune homme », j'avais 70 ans, mais il y avait une différence d'âge, naturellement. Puis il m'a expliqué que l'humanité allait disparaître parce que nous aurions détruit toute la Terre, parce que nous sommes très égoïstes, parce que nous faisons des guerres terribles, parce qu'à chaque guerre, on aligne des millions et des millions de morts, parce que l'amour dont a parlé à la fois le Bouddha et Jésus, tout le monde trouve que c'est très bien, mais on n'a pas, disait-il, essayé pour de bon. Il m'a dit, Jean-Marie, il avait les larmes aux yeux, on n'a jamais essayé pour de bon.
Vous qui êtes jeune, me dit-il, ce qui est surprenant, il faut que vous essayiez de changer pour de bon. Alors il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de malheureux, il y a de l'équité et de la justice. Bon, c'est un autre monde, on peut à peine imaginer le monde incroyable que l'on pourrait inventer. Alors moi je proposerais volontiers, puisque c'est la clôture de ce festival 22e du nom, qu'on enterre le plus vite possible le libéralisme qui est complètement inhumain, puis qui bientôt ne marchera plus de toute façon, alors il s'effondrera comme le communisme s'est effondré aussi, et puis qu'on se mette à inventer la civilisation de l'amour. Ça serait beau, non? On est d'accord?